Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de cette leçon sur l'Union européenne, à la fois d'histoire et de géographie. La dernière fois, je vous avais expliqué que justement l'Union européenne fonctionnait à différentes géométries, qu'ils n'avaient pas tous les mêmes dispositifs. Et aujourd'hui, nous allons insister sur le fait qu'en plus d'avoir une géométrie variable, les pays qui composent les 27 pays qui composent l'Union européenne n'ont pas du tout le même niveau de vie et qu'il y a en quelque sorte une Europe à plusieurs vitesses. Alors j'ai choisi cette caricature pour illustrer et introduire un petit peu donc l'objectif de la journée, avec effectivement une sorte de côtelette de viande, avec certains qui ont des plus petits bouts de viande, hein, on voit notamment donc plutôt vers l'Europe de l'Est. Aussi vers le sud de l'Europe. Et puis, à travers cette caricature, aussi, on a un couteau, une fourchette, hein, avec le drapeau de l'Allemagne, qui est le pays le plus riche et le plus développé en Europe, et au-delà de ça, le pays un petit peu, comment dire, qui dirige réellement la politique européenne. Alors cette caricature, elle a été réalisée à un moment particulier. Certes, elle illustre effectivement les inégalités qu'il existe entre ces différents pays européens, mais elle est sortie à un moment particulier où il y a eu cette crise économique en Europe en 2008-2009, et face à celle-ci, un certain nombre de pays européens se sont retrouvés en très très grande difficulté. On en avait déjà parlé, comme par exemple la Grèce, comme le Portugal, comme l'Irlande. Et cette caricature a été faite en rapport avec la crise rencontrée économique par la Grèce, qui avait demandé effectivement l'aide de la BCE, Banque Centrale Européenne, donc l'aide des Européens, et l'Union Européenne avait imposé un plan extrêmement strict aux Grecs, un plan qu'on appelle d'austérité, hein, visant à réduire fortement en fait toutes les dépenses de l'État grec, un plan qui a été considéré comme beaucoup trop fort, comme exagéré, comme injuste, comme antidémocratique, pour obtenir justement des subsides, des aides européennes. Donc ça a été à l'époque très très critiqué. Et cette caricature a été faite à ce moment-là pour aussi montrer les divisions, hein, qui existaient entre les pays européens et le manque de solidarité entre eux. Donc on va, vous l'avez compris, parler justement donc des contrastes territoriaux qui existent à l'intérieur, hein, de l'Union européenne. Alors je vous montre une première carte, une carte du PIB, hein, des pays de l'Union européenne. Donc il s'agit du produit intérieur brut, c'est-à-dire la totalité des richesses produites dans chacun de ces pays en un an. On a dans la légende, donc voilà, quand c'est du vert très foncé, un kaki très foncé, on a plus de 1000 milliards d'euros en produits chaque année par ces pays. Et puis plus la couleur est claire, effectivement, à la fin on finit entre 10 et, là ça disparaît, entre 10 et 50 milliards d'euros de PIB par an. Donc si on regarde cette carte, déjà on s'aperçoit que les pays les plus développés, les plus riches sont les pays plutôt dans l'Europe de l'Ouest. Ce sont aussi les pays fondateurs, hein, de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, et on nuancera dans le détail un petit peu après, hein, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, plutôt l'Europe de l'Ouest. Et par contre, les pays qui se retrouvent réellement en retard économique et en décalage économique, c'est les pays d'Europe de l'Est, hein, qui sont arrivés, qui sont entrés, hein, à la chute de l'URSS en 1990 et qui sont rentrés donc tardivement dans l'Union européenne et qui essayent, hein, de rattraper leur retard économique. Mais on a aussi, si on isole le Portugal par exemple, on a la Grèce dont je vous parlais tout à l'heure, donc une partie en fait sud de l'Europe. Donc finalement, il y aurait déjà, on se rend compte à travers cette carte, une sorte d'Europe à trois vitesses avec trois niveaux de vie différents. Une Europe de l'Ouest, une Europe donc très riche et très développée, une Europe du Sud qui pourrait effectivement rencontrer, hein, des difficultés en fonction des crises économiques traversées, et puis surtout en troisième position, hein, une Europe de l'Est avec ces pays nouvellement arrivés qui est vraiment en décalage par rapport au reste des pays européens. On pourrait doubler cette carte en se disant, bon, le PIB, c'est pas forcément très parlant, parce que ça ne reflète pas forcément le niveau de vie réel de ses habitants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre le PIB, donc la richesse totale produite dans un pays, et de la diviser par le nombre de ses habitants.
Et que, dans ce cas-là, on sait réellement avec combien vivent en moyenne chaque année donc les habitants de chaque pays. C'est ce qu'on appelle, comme on le voit sur cette deuxième carte, le PIB par habitant. Donc comme je vous l'expliquais, on prend la richesse totale et on divise donc cette somme par le nombre d'habitants. Et là, ça modifie un petit peu les choses. Déjà, on se rend compte que les pays les plus riches, c'est la Suède de très loin, qui est le pays le plus riche dans l'Union européenne, l'Irlande, le Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche, qui sont vraiment en tête, où le niveau de vie dépasse les 50 000 € à peu près par an. Donc c'est une moyenne, ce qui veut dire que ça peut être beaucoup plus et ça peut être moins, mais c'est déjà une moyenne qui est extrêmement forte. Et puis on voit, voilà, quand même, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les pays d'Europe de l'Ouest sont quand même les plus riches. Bon, on a la Finlande aussi parce que c'est beaucoup moins peuplé, mais on retrouve de la même manière, si vous regardez, ce décalage. On a en Europe de l'Est des niveaux de vie qui sont bien inférieurs à ceux qu'on a en Europe de l'Ouest. Et puis on retrouve aussi là très clairement le décalage de certains pays du Sud, au Portugal et en Grèce, et on va le voir justement dans notre croquis, c'est qu'une grosse partie de l'Espagne aussi se retrouve en difficulté, à part Madrid, qui est la capitale, et le sud de l'Italie. Là, tout est colorié de la même couleur, mais il y a une grosse différence entre le nord, le centre et le sud de l'Italie. Le nord est le plus développé, l'Italie du centre est déjà beaucoup moins développée, et l'Italie du sud est une région en difficulté. Il y a plusieurs territoires en très grosse difficulté. Donc on retrouve un petit peu les mêmes dynamiques avec quand même des différences, mais là c'est plus marqué en effet pour le sud, le décalage se voit mieux par le PIB par habitant. Alors, l'objectif dans cette leçon, c'est justement aussi d'aboutir à un croquis de synthèse qui montre en fait qu'on a finalement une Europe qui fonctionne à 3 vitesses, avec 3 niveaux de vie réellement différents, et c'est ce qu'on va réaliser. Donc, sur cette carte, en fait, on voit bien les différences que j'essaie de vous montrer, pour que ce soit plus clair. On a effectivement donc cette Europe de l'Ouest en orange-rouge, qui est extrêmement développée, qui est la plus densément peuplée, qui est la plus développée économiquement, qui a le meilleur niveau de vie, c'est là aussi où il y a les plus grandes villes, les principaux axes de communication. Donc ça, c'est vraiment le cœur en fait de l'Union européenne, le cœur économique et le cœur politique aussi. Et puis on voit un premier décalage, donc là je vous l'ai mis évidemment cœur de la puissance de l'Union européenne, ce qu'on appelle la dorsale européenne ici, ou la mégalopole. Alors j'ai retiré l'Angleterre qui n'en fait plus partie depuis janvier 2020. J'ai quand même intégré Londres puisqu'elle fait partie de cette banane en fait, en forme de banane qu'on appelle la mégalopole européenne, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus de richesses concentrées, de villes et de populations. Ensuite, on s'aperçoit que en vert, on a des périphéries qui sont un petit peu plus lointaines en fait de ce centre. Et donc comme elles sont un peu plus éloignées, elles sont plus en difficulté. Alors Madrid, comme je vous le disais, y échappe. Les littoraux aussi de l'Espagne et le Portugal y échappent parce que là, vous avez des axes de communication très importants et des ports qui drainent l'économie. Mais le cœur de l'Espagne était en difficulté, le sud de l'Italie, comme je vous le disais, le sud aussi avec la Grèce, donc toute cette bande-là, comme on disait, c'est un espace qui est plus périphérique, qui est plus éloigné en fait du cœur économique de l'Europe et donc qui est plus en difficulté. Donc là, c'est une deuxième vitesse. Et la troisième vitesse, qui est encore plus en décalage, ce sont ces pays donc en bleu, les nouveaux pays de l'UE arrivés dans les années 2000 et qui sont en retard de développement, comme je vous disais, par rapport à l'effondrement du bloc soviétique qui avait créé ce décalage économique. Et beaucoup plus éloignées, mais par contre qui ne sont pas en difficulté, parce qu'elles sont faiblement peuplées et faiblement exploitées, c'est effectivement la Norvège, la Suède et la Finlande, en tout cas une partie de ce territoire. Bon, on ne peut pas le considérer comme une quatrième vitesse, c'est juste pour que, effectivement, je vous montre la différence. Donc on a 3 vitesses. On a cette Europe de l'Ouest, qui est l'Europe des pays fondateurs, qui pilote, on va dire, la voiture européenne. On a ensuite un deuxième espace, cette Europe du Sud, qui est beaucoup plus en difficulté parce qu'elle est plus éloignée, mais elle est quand même relativement en fait intégrée aux dynamiques européennes. Et puis plus en décalage encore, on a cette Europe de l'Est en bleu. Alors, le but, donc, vous avez la fiche vierge, qui n'est pas coloriée, donc en pièce jointe. L'objectif pour vous, c'est effectivement de reprendre les mêmes couleurs et de colorier successivement les différents éléments.
Donc je vais les relire avec vous pour que ce soit bien clair. Donc en rouge, on a dit cette forme de banane, c'est la mégalopole européenne. Ensuite, je vous ai précisé les capitales européennes. Pourquoi on les considère comme des capitales? Parce que y siègent, on l'avait vu, on y a les sièges des principales institutions européennes, la Commission européenne, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne. Donc là, je vous ai mis des numéros parce que sinon il n'y avait pas de place. Ici, on a donc Strasbourg avec le Parlement européen, on a le Luxembourg, on a Bruxelles aussi avec les commissions parlementaires. Et ici, je vous ai mis la capitale financière de l'UE, qui est Francfort, où il y a la Banque centrale européenne. Donc on voit bien que tout se concentre en fait ici. Précisément, c'est vraiment le cœur vital, on va dire, de Londres jusqu'à Milan, mais c'est vraiment ici le cœur de l'Europe. Et puis, tous les autres espaces, autres que cet espace rouge, finalement, sont des périphéries. Alors là, on va dire qu'en orange, on a des périphéries qui sont intégrées au centre. Ça veut dire qu'elles sont bien reliées au cœur économique de l'Europe grâce aux axes de communication. Ensuite, on a les périphéries qui sont plus lointaines, comme je le disais, et qui ont un dynamisme assez inégal. Donc c'est plutôt cette Europe du Sud, effectivement. Et enfin, les nouveaux pays de l'UE qui sont en retard de développement que j'ai mis en bleu. Et comme je vous disais tout à l'heure, les régions très faiblement peuplées, exploitées en Norvège, en Suède et en Finlande. Et pour renforcer en fait cette logique, il n'y a pas de hasard, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois que les axes de transport et la localisation des grandes métropoles expliquaient ce développement économique, c'est lié. J'ai rajouté donc des éléments d'organisation, donc je vous ai aussi mis les autres villes de taille mondiale, Paris, Londres par exemple, et puis les autres grandes métropoles européennes, voilà, qui sont souvent les capitales tout simplement de ces pays. Les axes de communication majeurs, donc on en a un qui va de l'Espagne effectivement vers Paris et qui ensuite rejoint donc les grands ports que je vous ai mis en bleu, en carré bleu ici, Rotterdam, Hambourg, on a le Havre, etc. Donc ici on a vraiment une interface maritime qui est très très dynamique économiquement, de lequel vous avez des bateaux qui vont partir vers les États-Unis, vers l'Asie, vers l'Afrique, etc. Donc là c'est vraiment le nœud économique, on va dire, portuaire. Je vous ai mis grands ports, les grands ports c'est les carrés bleus en fait. Et là le petit tiré avec les dents en bleu c'est ce qu'on appelle une interface maritime, donc un espace vraiment de contact économique, un espace de contact portuaire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Dans les axes aussi, on voit bien qu'on a Paris qui est relié à Berlin, à Prague et aux capitales, donc qui sont les pays les plus dynamiques, on va dire, dans ces pays bleus, et puis vers les pays du nord, helvétiques aussi. Alors, ce croquis de synthèse permet bien de voir ces trois vitesses. Donc, je vous le mettrai donc comment dire, à la fois en couleur, mais vous, le but c'est pas d'imprimer en fait la carte en couleur, c'est de colorier votre croquis parce qu'en coloriant, ça vous permet aussi de retenir mieux plutôt que d'imprimer directement. On va rajouter aussi un petit morceau dans la trace écrite, notre petit B. Donc je passe, alors je vous conseille de faire pause à la limite sur la vidéo pour colorier en même temps, et puis on passe à la trace écrite pour noter justement ces différences. Alors, dans le petit B, on avait mis donc en petit A, on avait parlé d'une Europe à géométrie variable. Ici, on va parler au contraire d'une Europe qui est un espace à plusieurs vitesses. Alors, je lis avec vous. Donc, les contrastes territoriaux sont très importants, on le voit en Europe, face à la mégalopole européenne, qui est un espace, je vous mets la définition ici, une mégalopole, il n'y en a pas qu'en Europe, il y en a aux États-Unis, autour de New York, il y en a au Japon, c'est un espace en fait qui est très densément peuplé, qui est fortement urbanisé et qui est considéré ici comme le cœur économique de l'Europe, qui va de Londres à Milan. Et puis, à côté de cet espace très dynamique, on a des espaces en marge, en périphérie, à l'écart, qui sont quand même très nombreux. Et c'est pour ça que je vous dis voir le croquis de synthèse, parce qu'on les voit très clairement. Alors il faut distinguer donc en fait les plus anciens membres de l'UE, qui sont situés en Europe de l'Ouest, qui sont plus riches et plus développés que les pays en fait du Sud. Alors pas tous les pays du Sud, comme on voit sur le croquis de synthèse, c'est surtout le sud de l'Italie et de l'Espagne, et la Grèce en entier, qui sont éloignés en fait du cœur. Alors j'appelle le cœur économique, c'est-à-dire la mégalopole. Et surtout, ceux qui sont encore plus en décalage, en marge, ce sont les nouveaux membres d'Europe centrale, orientale, ex-pays de l'URSS, qui sont en retard économique. Dans la mégalopole, il n'y a pas de secret, en fait, on y trouve les principales métropoles politiques, économiques et financières, Francfort, Munich, Paris, Bruxelles et Milan, qui tirent, j'ai enlevé Londres parce que Londres on n'intègre plus, qui tirent finalement avantage en fait de leur position centrale,
et aussi qui profite d'un réseau d'axes de communication qui est particulièrement dense, particulièrement bien développé, ce qui explique aussi que c'est le cœur économique de l'Europe. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrêtera là parce que vous avez une trace écrite à recopier et vous avez un croquis de synthèse à colorier. Je vous ai quand même déjà complété la légende, donc il n'y a plus que du coloriage à faire. Et on se retrouvera donc demain pour la suite des épisodes où on parlera davantage en fait du poids économique global de l'Europe. On a bien vu qu'il y avait des différences à l'intérieur de l'Europe. Maintenant, on va en parler en tant que puissance économique par rapport justement à la mondialisation, parce que effectivement l'Europe arrive à faire poids face par exemple aux Chinois ou aux Américains. Et là on comparera pour finir la leçon. Quoique je suis en train de penser en même temps que je devrais vous parler avant de ça des politiques d'aide qui sont aussi mises en place en Europe pour réduire ces inégalités. Donc on ne le fera pas tout de suite. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon coloriage, pas au feutre, avec des crayons de couleur, et en espérant que votre carte ne va pas ressembler à une véritable guerre des tranchées. Je vous rappelle que ça fait partie des compétences que vous devez acquérir, alors plus pour le brevet puisqu'il n'y aura pas de brevet, mais en tout cas pour le lycée, où on considère que vous êtes en capacité de produire ce type de carte. D'ailleurs, au lycée, on vous demandera tout seul, vous n'aurez pas déjà des cartes faites, on vous proposera une carte et vous devrez construire entièrement vos légendes, donc trouver un grand 1, trouver un grand 2, trouver les symboles que vous allez mettre sur les cartes. Donc il y a vraiment un passage à un autre niveau au lycée. Jusqu'à présent, en fait, c'est moi qui constitue les cartes et qui vous aide en fait à les compléter, à repérer les éléments. Au lycée, ce qui est différent, c'est qu'on vous demande de les produire totalement. Et ça, c'est difficile, puisqu'en plus, il faut classer votre légende comme si c'était finalement un cours avec un grand 2, un grand 1 et un grand 3, quoi. Voilà. Allez, bon après-midi à tous et on se retrouve la prochaine fois.